nous, c'est 1 sur 2 à moins de 35 ans. Aldo. Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence organisée par la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement que je représente. Je suis Aldo Sicurani, son délégué général. Et avec moi, Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikehau Capital. Alors, je suis très heureux de vous avoir parmi nous, Henri, parce que vous participez à la direction d'un groupe qui est au centre de l'activité de marché. Tikehau Capital est une société de gestion et d'investissement. Donc vous investissez dans des actifs solides, des actifs réels, des entreprises, mais également aussi dans des actifs plus liquides comme les actions, les obligations, dans des sociétés, et donc vous êtes vraiment au centre de ce monde de l'investissement qui vient de connaître une année, on peut le dire, assez étonnante, même une année et demie, puisque entre mars 2020 et l'effondrement quasi généralisé des bourses mondiales et aujourd'hui où les indices battent des records, où on voit que des actifs à vendre sur les marchés ont des prix qui sont parfois qui peuvent paraître sinon excessifs, du moins exubérants, pour reprendre une expression célèbre. C'est très intéressant de vous avoir parmi nous à ce moment de l'année où le CAC 40 n'est pas à son record, contrairement à d'autres indices, encore que on pourrait gloser là-dessus, parce que si on réintègre les dividendes, et pour l'actionnaire c'est important, il a largement battu ses records de 2000, mais les indices américains, les autres indices européens sont également à des records. Donc c'est très intéressant d'avoir votre opinion, et puis surtout de nous parler de cette entreprise qui se trouve au cœur des marchés. Henri, je vous cède volontiers la parole pour la petite demi-heure qui vient, qui sera suivie, je l'espère, de nombreuses questions des actionnaires. Très bien, merci beaucoup Aldo, merci de m'accueillir ici parmi vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on s'était vu il y a un an, effectivement, déjà à travers une webconférence. On s'était dit peut-être que dans un an nous arrivons à faire ça en physique. Ce n'est pas encore le cas, mais je suis persuadé qu'en tout cas, dans les prochains mois, nous pourrons nous réunir à nouveau. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est peut-être effectivement de vous faire une présentation de Tikehau Capital, avec dans un premier temps vous expliquer ce que fait Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs et société d'investissement. Et puis dans un deuxième temps, vous expliquer un peu le modèle économique et les éléments créateurs de valeur pour l'actionnaire de Tikehau Capital. Première partie, une phrase, mais elle est importante, elle nous définit assez bien. Tikehau Capital oriente l'épargne mondiale vers le financement de l'économie réelle et soutient la vitalité des entreprises. Cette phrase est importante puisqu'aujourd'hui, nous nous définissons comme un pont entre l'épargne mondiale, on y reviendra dans un instant, qui est à gérer, qui doit générer des rendements, et puis à l'autre bout, effectivement, l'économie réelle, les entreprises, les ETI, qui ont besoin de solutions de financement. Et donc Tikehau Capital est présent sur ce marché à travers différentes géographies pour orienter cette épargne et soutenir ainsi la vitalité de l'ensemble des entreprises.
Plus précisément, qu'est-ce que Tikehau Capital avec quelques chiffres? Donc avant tout, c'est une entreprise française qui a été créée en 2004 par deux entrepreneurs français, Antoine Flammarion et Mathieu Chabron. Une étape importante dans la vie du groupe qui a été l'introduction en bourse qui a été réalisée en mars 2017. Des éléments chiffrés également, nos actifs sous gestion, afin, vous savez qu'il est important pour une société de gestion, pour comprendre la manière dont elle opère, de mesurer un indicateur que sont ses encours sous gestion, puisqu'ils traduisent, je dirais, la confiance de l'ensemble des investisseurs qui nous ont confié leur épargne à gérer. Donc nous sommes à 29,4 milliards d'euros à fin mars 2021. Nos fonds propres, 2,8 milliards, donc un bilan solide avec des fonds propres importants. Je rappelle que nous sommes notés par une agence de notation investment grade, Fitch Rating, qui démontre la solidité de notre bilan. Et puis enfin, aujourd'hui, des opérations à travers 12 pays et 607 associés et collaborateurs qui, à travers l'ensemble de ces pays, nous permettent aujourd'hui de déployer du capital, de générer des opportunités d'investissement et de générer des plus-values pour l'ensemble de nos clients, mais présence également qui nous permet de faire face, je dirais, à nos clients et de les servir au plus près de leurs besoins. Je voudrais m'arrêter un instant sur ces éléments que sont les tendances de marché sur lesquelles nous opérons. Nous opérons aujourd'hui sur le marché de la gestion d'actifs, qui est un marché qui a été profondément modifié au cours des dernières années. Vous voyez qu'en termes de taille, entre 2003 et 2019, le marché de la gestion d'actifs a été multiplié par 3. 31 000 milliards de dollars en 2003, 89 000 milliards de dollars en 2019. Plusieurs raisons à cela. Vieillissement de la population sur un certain nombre d'endroits de la population au niveau mondial, accumulation de l'épargne. Deuxième élément qui est intéressant de retenir sur ces chiffres, c'est l'allocation qui a été faite sur les marchés actifs alternatifs, sur les marchés privés, qui sont les marchés sur lesquels nous opérons. Vous voyez que ces marchés privés représentaient 9% de la gestion d'actifs en 2003, et en 2019, ils sont passés à 16%. Ces mêmes 16%, si vous regardez la partie droite de l'image, représentent 46% des revenus. Donc, deux éléments importants à retenir, c'est que le marché sur lequel nous sommes présents a connu des changements profonds. L'ensemble des allocateurs d'actifs au niveau mondial ont changé leur politique d'allocation, sont allés sur des actifs à la recherche de rendements additionnels et sont allés vers ces actifs privés sur lesquels Tikehau Capital est un acteur central européen depuis 2004 à travers sa présence et à travers les performances que nous générons. Et marché qui est également, vous le voyez, très fortement rémunérateur, donc qui est avec des éléments de créateur de valeur importants pour les actionnaires, puisque 46% des revenus de ce marché sont captés par 16% de ces actifs sous gestion. Donc cette surperformance des marchés privés, juste à l'image ainsi, elle montre qu'effectivement, l'indice qui représente les marchés privés, sur les 15 dernières années, a en tout cas surperformé les indices cotés, d'où effectivement ces changements importants d'allocation au niveau mondial de l'épargne. Plus précisément, lorsqu'on évoque Tikehau, on évoque avant tout effectivement une histoire, une trajectoire de croissance, une croissance importante de ses encours sous gestion, indicateur financier qui est important, puisqu'encore une fois, il démontre la confiance des investisseurs dans la capacité de Tikehau à générer des performances pour les encours qu'il leur confie. Cette croissance, elle a reposé sur deux éléments principaux. Le premier élément, c'est une croissance externe qui a été ciblée, mais précise. Je pense notamment à 2018 avec l'acquisition de Sofidy, acteur important dans les CPI en France, l'acquisition d'ACE Capital Partners avec un vrai savoir-faire dans le secteur aéronautique et la cybersécurité, et plus récemment, en 2020, avec l'acquisition d'une société d'infrastructure aux États-Unis. Également, cette progression des actifs, elle recourt à une croissance organique importante. Nous avons toujours été très précurseurs dans l'ensemble des classes d'actifs sur lesquelles nous avons opéré, avec des lancements très innovants. Je pense notamment au fonds gestion dans la transition énergétique que nous avons lancé dès 2018. Élément important également de cette croissance, c'est le développement international, comme vous pouvez le voir à l'écran. Tikehau a su se déployer les équipes sur un certain nombre de géographies, et c'est un élément clé aujourd'hui de notre modèle opératoire, puisque cette présence géographique, elle est clé
à double titre. Elle est d'abord clé puisqu'elle nous permet de déployer du capital, elle nous permet de saisir des opportunités d'investissement et par conséquent de générer des rendements au sein de nos fonds qui sont importants. Et elle est clé à deuxième titre puisqu'elle nous permet d'être proche de nos clients et ainsi de comprendre leurs besoins d'investissement, de comprendre également leurs contraintes et d'attirer des capitaux additionnels que nous gérons dorénavant à travers la plateforme Tikehau, 29,4 milliards d'encours sous gestion à la fin du premier trimestre et 607 hommes et femmes qui travaillent au quotidien dans l'entreprise. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous avons vu il y a un instant, nous investissons sur différentes classes d'actifs, nous générons des performances pour nos clients. Aujourd'hui, nous intervenons sur 4 classes d'actifs principales, que sont la dette privée, qui est un des métiers historiques de Tikehau, avec une large palette de solutions de financement pour les entreprises, donc très complémentaire par rapport à ce que peuvent proposer aujourd'hui les banques, avec un savoir-faire historique reconnu, une place de leader en Europe. Nous gérons aujourd'hui 9,3 milliards d'encours sous gestion au sein de notre classe d'actifs dette privée. Ensuite, les actifs réels avec 10,5 milliards d'euros qui sont répartis sur une partie immobilier avec un savoir-faire important, notamment à travers la gestion de nos SCPI et de Sofidy qui fait partie du groupe Tikehau, mais également depuis plus d'1 an maintenant avec un savoir-faire dans les infrastructures de mid-market aux États-Unis grâce à la plateforme Tikehau sur le continent nord-américain. Les capital market stratégies, en bleu foncé à l'écran, que sont des SICAV, des OPCVM, avec une gestion de conviction en gestion obligataire et en actions. Et enfin, le capital investissement, qui est une composante importante aujourd'hui des actifs que nous gérons. À l'époque, lors de l'introduction en bourse, nous gérions un peu moins de 500 millions d'euros sur cette classe d'actifs. Nous nous sommes fortement développés avec un véritable savoir-faire et notamment l'intervention au sein de verticales très spécifiques que sont le capital croissance, la transition énergétique, l'aérospatiale et la cybersécurité, toujours avec une très forte sélectivité. Et nous n'intervenons là aussi pas en majoritaire, nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle le buy-out de manière générale. Donc voilà un peu 3,7 milliards d'actifs sous gestion au sein de notre ligne capital investissement. Alors, cette page est importante puisque nous l'avons évoqué il y a un instant. Nous avons vu que le marché de la gestion d'actifs a été très fondamentalement modifié au cours des 15 dernières années, avec une demande qui s'est orientée de plus en plus vers les actifs privés, notamment de la part d'institutionnels que peuvent être des fonds de pension, des assureurs au niveau mondial. Nous constatons une véritable tendance de marché également depuis plus de 3 ans maintenant vers une demande de la clientèle privée pour avoir accès à ces classes d'actifs, à ces produits. C'est un véritable relais de croissance pour Tikehau, où là encore une fois, grâce à notre savoir-faire, grâce à nos performances historiques depuis 2004, nous sommes à même de répondre à cette demande, et là encore une fois, avec un certain nombre de projets très innovants. Je rappelle qu'un certain nombre aujourd'hui de nos produits sont ouverts et accessibles à la clientèle privée, que ce soit à travers les fonds ouverts, je l'évoquais il y a un instant, les SICAV, OPCVM, que ce soit à travers nos foncières cotées, que nous gérons en France, Selectirante ou à Singapour, IREIT, à travers l'ensemble de nos SCPI du groupe, que sont Immorente et FIMO notamment, ou encore à travers notre plateforme aujourd'hui de Omunity, qui propose des solutions intéressantes pour la clientèle privée. Des initiatives récentes, nous en avons eu dès 2019, notamment avec la plus grosse banque italienne, Intesa et Fideuram, pour qui nous avons structuré un mandat spécifique dédié de plus de 400 millions d'euros pour leur clientèle, ou encore en 2020 avec Banca March en Espagne. Je voudrais m'arrêter un instant sur 2 initiatives que nous avons lancées cette année et qui montrent là encore une fois le véritable savoir-faire de Tikehau sur l'ensemble de ces classes d'actifs. Nous avons lancé en partenariat avec CNP dans un premier temps et ensuite MACSF 2 unités de compte qui permettent justement d'accéder pour la clientèle privée à ces classes d'actifs et donc qui leur permettent aujourd'hui, à travers des contrats d'assurance vie, de diversifier leurs actifs et donc du coup de trouver des supports probablement plus appropriés au contexte que nous vivons en termes de rendement. Donc la première initiative, c'est avec la CNP où nous avons créé une UC
dans la transition énergétique, qui remporte aujourd'hui un succès important dans le réseau de CNP qui la commercialise. Et deuxième initiative, avec là un support de dette privée, qui est un des savoir-faire historiques de Tikehau, et une unité de compte donc, qui est aujourd'hui distribuée à travers le réseau de la MACSF. Alors, on a parlé de performance, et aujourd'hui, on ne peut pas parler de performance sans parler de très fortes convictions ESG. Nous sommes, comme vous le savez, un investisseur long terme, et donc générer une performance durable est pour nous aujourd'hui absolument essentiel. Aujourd'hui, nous avons de très fortes convictions ESG, et ces convictions aujourd'hui reposent notamment sur 4 piliers qui sont essentiels. Donc, le premier, c'est l'exclusion d'un certain nombre de secteurs, d'un certain nombre de géographies. Le deuxième, c'est un engagement avec l'ensemble du société du portefeuille au sein de nos classes d'actifs à suivre et à monitorer l'ensemble des performances ESG de toutes les participations du groupe. Le troisième pilier, c'est l'intégration de la revue des critères ESG au même titre que les critères financiers lors de la revue de l'ensemble de nos politiques d'investissement à travers l'ensemble des classes d'actifs du groupe. Et enfin, le quatrième pilier, je crois qu'il est très important également, ce sont les convictions du groupe. En particulier en ce qui concerne le changement climatique et le passage nécessaire à une économie bas carbone. Nous avons été très précurseurs à travers notamment l'ensemble des fonds que nous avons lancés dès 2018 au sein de notre ligne métier Capital Investissement avec un fonds de transition énergétique, au sein de notre classe d'actifs dette privée dès 2020 avec un fonds d'impact en dette privée qui permet de faire bénéficier aujourd'hui les entreprises qui empruntent de conditions de financement améliorées en fonction de respect de ces critères ESG. Et puis troisième initiative avec une stratégie d'impact à yield que nous avons lancée au début de cette même année. Élément important également, je pense que c'est la reconnaissance externe de cette démarche ESG, puisque un certain nombre d'agences de notation ont reconnu avec des notations importantes, je crois qu'on a été noté notamment par Sustainalytics 4e sur plus de 250 sociétés de gestion qui ont été notées. Donc je dirais que notre savoir-faire historique et notre engagement historique en matière d'ESG a également été reconnu de manière externe. Je terminerai peut-être par un élément important à cet égard, puisque nous avons également adapté cette politique ESG à notre politique de financement, et nous avons été un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs à émettre une émission obligataire durable de 500 millions d'euros qui a été émise au mois d'avril dernier, en 2021. Alors, on a évoqué la plateforme de Tikehau, on a évoqué l'ensemble de la géographie, mais aujourd'hui Tikehau, c'est avant tout des hommes et des femmes qui, depuis la création de Tikehau Capital en 2004, ont avant tout à cœur d'avoir une très forte culture d'entreprise qui est caractérisée par des valeurs clés d'engagement, de qualité, de fiabilité et un ADN très fort. C'est important et ça a permis à Tikehau de se développer au cours des 15 dernières années, et je pense que c'est un élément important également de performance pour l'ensemble de l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes conscients, je dirais, de l'importance d'un modèle de pensée très critique, et nous sommes toujours attachés à placer la diversité et la mixité au sein de Tikehau Capital. Vous pouvez le voir, nous avons aujourd'hui une grande diversité avec plus de 26 nationalités au sein du groupe, une féminisation de nos équipes qui est supérieure à 41%, ce qui dans cette industrie est assez remarquable. Et donc l'ensemble de ces éléments et de ce capital humain, de ces hommes et de ces femmes qui au quotidien, encore une fois, travaillent pour déployer du capital, générer de la performance pour l'ensemble des investisseurs qui font confiance et qui investissent à nos côtés dans nos fonds. Alors je crois que maintenant que, Aldo, nous avons vu un peu quelles étaient finalement que la définition de Tikehau, ce que nous faisions, quelles étaient l'ensemble des classes d'actifs sur lesquelles nous investissions. Il est important peut-être d'expliquer en fait quel est notre modèle économique et quels sont les éléments qui sont créateurs de valeur pour l'actionnaire. Et donc quelles sont les raisons qui poussent à devenir actionnaire de Tikehau Capital. Alors c'est important puisque là vous voyez vraiment à l'écran quels sont les deux piliers
de notre modèle. On l'a évoqué en vert foncé, le premier pilier qui est l'activité de gestion d'actifs. Nous l'avons vu, c'est un marché en très forte croissance qui attire des capitaux et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des actifs sous gestion en forte croissance et donc une grande visibilité également sur notre capacité à générer des revenus puisque je le rappelle, aujourd'hui plus de 80% des fonds que nous gérons sont des fonds qui sont fermés, qui ont des durées de vie importantes et donc qui permettent vis-à-vis de l'actionnaire d'anticiper la création de revenus avec un levier opérationnel important. Le deuxième pilier de notre activité, et l'atout stratégique, c'est l'activité d'investissement. Nous l'avons évoqué, nous avons une structure financière solide, 2,8 milliards de fonds propres et un alignement d'intérêts important puisqu'aujourd'hui, notre bilan est exposé à plus de 66% dans nos fonds et donc cette exposition au fonds permet aujourd'hui à l'actionnaire de Tikehau Capital de bénéficier de l'ensemble des rendements des fonds que nous gérons. Donc à travers l'investissement dans une action Tikehau Capital, vous avez également accès au rendement des marchés privés, l'ensemble des fonds que nous gérons qui sont en théorie des fonds réservés aux institutionnels avec des durées de vie longues. Et là, en investissant à travers l'action Tikehau Capital, vous avez par conséquent accès à ce support et à l'ensemble des produits que nous gérons et accès à cette classe d'actifs. Donc c'est un élément important, cette activité d'investissement, et nous revendiquons de manière importante cette activité d'investissement qui est très complémentaire, encore une fois, par rapport à cette activité de gestion d'actifs. Alors, les piliers de notre modèle, comprendre finalement quand on s'intéresse à une entreprise, qu'est-ce qui génère de la valeur, qu'est-ce qui génère du chiffre d'affaires, qu'est-ce qui génère des profits. Nous avons 3 piliers importants. Les 2 premiers piliers en haut de l'écran sont notre activité de gestion d'actifs. Le premier, donc nous avons vu des actifs sous gestion en croissance et par conséquent des commissions de gestion. Vous savez qu'un gestionnaire d'actifs se rémunère, il prend un pourcentage des encours qu'il gère et donc par conséquent, puisque nous avons des encours en forte croissance, nous avons des commissions de gestion qui elles-mêmes sont en forte croissance. Le deuxième pilier, ce sont des commissions de surperformance. Un gestionnaire d'actifs, il a une deuxième modalité de rémunération, c'est que s'il a des rendements qui sont supérieurs au rendement qu'il a annoncé, il a des commissions de surperformance qui lui permettent de se rémunérer et donc d'avoir des revenus additionnels. C'est un pilier important dans nos métiers que sont ces commissions de surperformance et ces carried interest en termes anglo-saxons. Et puis le troisième pilier, en bleu foncé, c'est notre activité d'investissement, on l'a évoqué, le déploiement du bilan, aujourd'hui majoritairement dans les fonds de Tikehau, et donc qui donne accès, qui est une ressource importante en termes de dividendes, en termes de coupons, en termes de plus-value pour l'actionnaire, avec un accès justement à l'ensemble des fonds et des classes d'actifs que nous gérons à travers ce bilan. Je m'arrête un instant sur cette page qui est importante puisqu'à l'écran vous avez 6 indicateurs financiers que nous suivons et qui sont importants pour un gestionnaire d'actifs alternatifs. Le premier, en haut à gauche, c'est la collecte nette. Qu'est-ce que la collecte nette ? C'est la capacité pour un gestionnaire d'actifs à attirer des capitaux. Donc c'est la confiance des investisseurs qui attribuent des capitaux sur la base d'audits qu'ils ont fait et sur la base des performances de ce gestionnaire d'actifs. Vous voyez que nous avons attiré de manière importante sur les 5 dernières années des capitaux, 4,2 milliards au titre de l'exercice 2020, dans un contexte que vous avez énoncé tout à l'heure, Aldo, compliqué, complexe à travers cette crise sanitaire, économique et probablement financière. Donc nous avons continué d'attirer des capitaux. Donc preuve en est que l'ensemble de nos fonds, l'ensemble de la performance de nos fonds a su être au rendez-vous et a su attirer des investisseurs additionnels. Le deuxième indicateur financier, ce sont les encours provenant de clients internationaux. Là aussi, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais ces implantations géographiques à travers le monde sont importantes. C'est un relais de croissance pour Tikehau. Le fait de s'installer en Italie, le fait de s'installer en Corée, au Japon, nous permet aujourd'hui d'avoir des encours de plus en plus internationaux et l'ensemble de ces géographies, justement, d'être présents et d'attirer des investisseurs locaux, que sont des compagnies d'assurance en Corée, des assureurs également au Japon, en Italie, en Espagne, qui font confiance et qui, encore une fois, à travers les rendements que Tikehau a su construire à travers son savoir-faire depuis 17 ans, sont là et sont au rendez-vous. Plus de 9,3 milliards d'encours sous gestion d'investisseurs internationaux à la fin de l'exercice 2020. Le troisième indicateur financier qui est important et sur lequel j'attire votre attention, c'est le taux de commissionnement moyen. Qu'est-ce que c'est ? C'est un élément qui consiste à ramener les revenus que nous générons à nos encours.
Plus ce chiffre est élevé, plus vous montrez votre capacité finalement à générer des commissions de gestion qui sont élevées par rapport à vos encours. Là aussi, la diversification de nos actifs sous gestion depuis l'introduction en bourse en 2017 a été un élément important et a contribué à l'amélioration de nos taux de commission. Nous étions à 0,7% ramenés à nos encours au moment de l'introduction en bourse. Nous sommes dorénavant à plus de 0,92%. Donc toute la stratégie qui a été mise en place depuis 2017, qui consiste à diversifier les classes d'actifs que nous gérons, là aussi a porté ses fruits. Quatrième indicateur financier sur lequel il est important de s'arrêter, les revenus de l'activité de gestion, en rouge à l'écran. Là aussi, vous voyez qu'ils ont été multipliés par 5 depuis 2016. Nous gérions, au moment de l'introduction en bourse, nous générions 40 millions de revenus. Au titre de l'exercice 2020, nous avons dépassé les 200 millions. Donc preuve en est que, vraiment, en termes de création de valeur, ces encours additionnels ont permis de générer des revenus additionnels. Les deux derniers indicateurs financiers sur lesquels je souhaite m'arrêter un instant sont le résultat opérationnel lié à la gestion d'actifs du groupe. En termes anglo-saxons, le FRE. C'est un indicateur qui permet de mesurer les revenus de l'activité de gestion, moins les coûts, et donc c'est ce résultat d'exploitation. Là aussi, vous pouvez voir que nous avons été très fortement au rendez-vous. Au titre de l'exercice 2020, nous avons dépassé 70 millions de résultats opérationnels en lien avec nos métiers de gestion d'actifs. Donc en très forte augmentation par rapport aux 2,7 millions que nous avions au moment de l'introduction en bourse. Et enfin, notre NOPAM, qui est notre résultat d'exploitation intégrant nos commissions de performance, là aussi, qui est à plus de 37% au cours de l'exercice 2020. Donc l'ensemble de ces indicateurs financiers montrent qu'effectivement Tikehau, à travers sa croissance, son internationalisation, a su orienter l'ensemble des indicateurs financiers et répondre finalement à des éléments de créateurs de valeur importants pour l'actionnaire individuel. Alors, nous avons évoqué l'activité de gestion d'actifs et en complément de cette activité, l'activité d'investissement. Aujourd'hui, accéder à l'action Tikehau vous permet d'avoir accès à la performance des fonds que nous gérons, puisque notre bilan, encore une fois, est investi fortement dans nos fonds. Comme vous le voyez à l'écran, nous gérions, à fin décembre 2020, plus de 2,4 milliards d'actifs qui sont portés par le bilan de Tikehau Capital. Donc, plusieurs éléments importants à noter s'agissant de ces 2,4 milliards. Le premier élément, c'est notre bilan est diversifié. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 positions à travers les fonds que nous gérons et à travers des positions externes. C'est un élément important, notamment en vue de l'appréciation du risque qu'un investisseur doit faire en regardant ce bilan. Ensuite, les stratégies d'orientation de ce bilan. Aujourd'hui, à plus de 66%, ce bilan est investi dans nos fonds. Donc, qui démontre encore une fois cet alignement d'intérêts clé avec nos clients, mais également le fait que vous avez accès à l'ensemble des stratégies, vous pouvez le voir dans les tons orangés à l'écran, sur lesquels vous avez accès aux stratégies de capital investissement, d'actifs réels ou encore de dette privée, qui est un élément important permettant d'asseoir et de générer des revenus importants pour l'entreprise. Alors, Aldo, je l'ai évoqué tout à l'heure, à plusieurs reprises, l'alignement d'intérêts. L'alignement d'intérêts, c'est un concept fondateur important pour Tikehau Capital. Et aujourd'hui, 3 caractéristiques sont à noter pour cet alignement d'intérêts. Le premier élément, c'est le management, qui est aujourd'hui le plus gros actionnaire de Tikehau Capital, puisqu'il détient 44% du capital. Donc je dirais que toute décision de gestion, le management supporte l'ensemble des conséquences des décisions et des orientations stratégiques qui sont prises par le groupe. Le deuxième élément d'alignement d'intérêts qui est clé, c'est aujourd'hui le fait que notre bilan soit investi, on l'a vu, à plus de 66% dans les fonds de Tikehau Capital. Et donc ça nous permet d'aligner totalement l'actionnaire avec le client, puisque nous sommes aux côtés des clients, nous investissons dans les mêmes conditions. Troisième caractéristique de cet alignement d'intérêts, c'est notre politique de distribution de dividendes. Nous avons annoncé récemment, le 20 mai dernier, la mise en place d'une nouvelle politique de distribution de dividendes qui consiste à distribuer plus de 80% du résultat opérationnel de notre gestion d'actifs et des commissions de performance de notre gestion d'actifs. C'est une politique de dividendes qui est volontariste. Nous avons souhaité faire participer l'actionnaire à la création de valeur et à cette trajectoire de croissance importante que Tikehau a maintenant développée depuis plus de 17 ans.
Cette nouvelle politique de distribution de dividendes a été annoncée le 20 mai dernier, je l'ai dit à l'instant, notamment dans le cadre de l'annonce d'une simplification de notre organisation. Élément important, cette simplification qui sera définitive et annoncée de manière définitive le 15 juillet suite à l'Assemblée générale extraordinaire, consiste à regrouper l'ensemble des équipes au sein de la structure cotée. Plus de 55 personnes qui étaient dans une structure externe vont rejoindre le groupe et consiste également à réinitialiser la rémunération de la gérance qui était historiquement mise en place depuis 2004. C'est une organisation simplifiée, plus simple, plus facile à appréhender pour les investisseurs. Deuxième élément important, c'est que nous avons à travers ça également un profil financier qui en sort renforcé, puisque nous aurons dès le 1er janvier 2021 une amélioration de notre cash flow de plus de 50 millions à travers cette réorganisation. Et enfin, troisième élément important, je l'évoquais, c'est la politique de distribution de dividendes annoncée à l'occasion de cette simplification qui sera mise en œuvre dès le mois de juillet, qui a reçu un soutien important puisque nous avons d'ores et déjà plus de 85% des actionnaires du groupe qui nous ont dit accorder et voter positivement lors de la prochaine Assemblée générale dans le cadre de cette simplification de notre organisation. Alors nous avons beaucoup parlé de l'ensemble des indicateurs financiers et notamment de la trajectoire financière de Tikehau Capital depuis 15 ans et plus précisément depuis son introduction en bourse en 2017. Vous donner un peu de perspective par rapport à ces éléments-là. Premier élément important, les actifs sous gestion, on l'a vu, qui démontrent encore une fois la capacité à attirer des investisseurs qui font confiance dans les différentes stratégies qui sont gérées par le groupe Tikehau Capital. Horizon 2022, dépasser les 35 milliards d'euros. Nous sommes à 29,4 à fin du premier trimestre. Là, nous sommes en très bonne voie pour atteindre cet objectif stratégique. Deuxième élément, notre résultat opérationnel lié à nos métiers de gestion d'actifs. Nous l'avons vu en très forte croissance, 70 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, avec un objectif en très bonne voie également, qui est de dépasser 100 millions d'euros à horizon 2022. Troisième indicateur financier à horizon moyen terme, la proportion de notre bilan investi dans les stratégies de Tikehau Capital, entre 65 et 75%. Nous avons déjà dépassé les 65%, donc cet objectif est aujourd'hui réalisé. Et puis enfin, le rendement normatif sur le capital investi dans les fonds de Tikehau Capital. C'est important puisque c'est un moteur de génération de revenus significatifs pour l'actionnaire. Et là, à horizon, à partir de 2022, nous ciblons un rendement cible entre 10 et 15% pour les investissements qui sont faits à travers nos fonds. Voilà, peut-être dernier élément important, depuis mars 2020, bien évidemment, le contexte est plus compliqué, mais vous savez que nous avons à cœur de maintenir le dialogue avec les actionnaires individuels. Beaucoup de nos actionnaires actuels sont des actionnaires historiques de Salvepar, que nous avions racheté en 2012, Salvepar qui a fusionné avec Tikehau Capital en 2017. Et donc c'est important pour nous de pouvoir maintenir ces dialogues. Nous avons réussi à le faire à travers un certain nombre de webconférences depuis un an. Nous avons hâte de pouvoir retrouver des meetings physique, de pouvoir venir à votre rencontre. Plusieurs éléments de perspective à cet égard. Nous participerons entre le 28 et le 30 juin à cette première édition du Bourso Live qui est organisée par Boursorama, où je serai présent pour vous rencontrer. Et puis à un peu plus moyen terme, peut-être le 18 novembre, Actionnariat, et le 23 novembre, Investir D. Voilà un peu pour les éléments principaux sur Tikehau Capital en termes de modèle économique et de perspective, Aldo. Merci beaucoup Henri. Nous avons quelques questions qui sont arrivées, mais je voudrais peut-être commencer par la fin à propos de votre organisation. Pourquoi vous l'avez fait et pourquoi vous l'avez fait maintenant et non pas, par exemple, à l'occasion de votre introduction en bourse, qui aurait été le moment idéal pour il y a 4 ans pour simplifier les structures? Alors, l'organisation telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle sera modifiée à partir de juillet de cette année est une organisation qui résulte effectivement de 2004, de la genèse. Elle était probablement très appropriée à ce qu'était Tikehau pendant de nombreuses années, puisqu'il y avait un modèle qui était très incentivant pour l'ensemble du management et qui, du coup, a porté ses fruits, parce qu'on a montré qu'aujourd'hui, l'ensemble de la stratégie qui a été mise en œuvre a été très fortement créateur de valeur pour les actionnaires du groupe.
Et donc nous sommes probablement arrivés à un moment où cette organisation n'était plus adaptée à ce qu'était Tikehau. Pour l'introduction en bourse, nous gérions à l'époque 10 milliards d'encours sous gestion. Là, nous approchons les 30 milliards. Et donc, il était temps probablement de faire évoluer cette organisation pour la rendre plus simple, plus lisible. Je pense que surtout c'est un élément important en termes de lisibilité, de compréhension, et puis on l'a vu également en termes d'amélioration également du cash flow opérationnel, puisque l'Assemblée générale qui se tiendra le 15 juillet, si elle approuve les éléments qui sont présentés, amènera une rétroactivité de cette organisation au 1er janvier 2021. Vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. Voilà. On dit souvent que les crises sont propices à des changements majeurs. Ça a été un peu aussi une des raisons Non, pas plus. Non, je pense pas que le Covid ait précipité ces changements. Il y avait une réflexion par rapport à cette organisation qui, encore une fois, était probablement adaptée à ce qu'était Tikehau il y a 4-5 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, il y avait un consensus à la fois en interne et avec un certain nombre d'opérateurs externes que nous souhaitions la faire évoluer vers quelque chose de plus simple, en tout cas en termes d'appréhension. Quelques éléments quand même, c'est une étape importante, vous l'avez à l'écran, mais je crois que les éléments sont clés, à la fois le regroupement des effectifs au sein de la structure cotée qui simplifie la lecture, à la fois, je l'évoquais, l'amélioration du cash flow après impôt, l'augmentation des rendements sur fonds propres également, puisque ça c'est un élément important, un impact sur le bénéfice net par action attendu dès cette année, qui sera supérieur à plus de 5% si on se compare ça par rapport aux résultats, au consensus des analystes pour 2021, la politique de dividendes et puis le soutien des actionnaires. Je crois que c'est important aujourd'hui, puisque nous avons recueilli un soutien de plus de 85% de notre base actionnariale, qui était également un élément important, puisque il faut avoir le soutien de ces actionnaires pour pouvoir avancer dans une simplification de l'organisation. Alors justement, à propos d'actionnaires, un actionnaire pose deux questions, donc je vous livre la première. À propos du cours de bourse, il est un petit peu déçu parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu un fort rebond, en particulier depuis novembre 2020, mais finalement, depuis l'introduction en bourse il y a 5 ans, il n'y a pas eu beaucoup de progression du cours. Et il aimerait savoir si vous avez une explication de cet état de fait. L'introduction en bourse en mars 2017, elle s'est faite à 21 €. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est proche de 26 €. Donc c'est une progression de plus de 5 € par rapport à l'introduction en bourse. Je ne connais pas le prix d'entrée de cet actionnaire. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que nous vivons dans un environnement, on l'a vu, de la gestion d'actifs qui a été profondément modifié et avec des niveaux de valorisation d'acteurs dans le monde de la gestion d'actifs qui ont très fortement progressé, évolué, notamment dans le monde de la gestion d'actifs anglo-saxon. Nous avons également, nous aurions souhaité que notre cours de bourse progresse de manière plus importante. Il a progressé, si on regarde sur l'année 2020, donc qui est un peu particulière, mais on a une progression qui est un peu plus de 15%. La simplification du groupe, effectivement, est un élément qui devrait apporter du soutien à la lecture et au modèle économique de Tikehau Capital, je pense. D'accord. Et il aimerait savoir aussi, avoir un peu plus d'explications sur les résultats de l'année dernière, et en particulier de la perte que vous avez enregistrée de 100 millions, si ma mémoire est bonne. Alors, l'exercice effectivement 2020 a été marqué, on l'a vu, par des éléments opérationnels très positifs, une collecte de plus de 4,2 milliards, une progression très forte de notre résultat opérationnel. Le résultat net a effectivement été impacté par des éléments de couverture qui sont des éléments non récurrents. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une année totalement particulière, notamment au mois de début entre mars et avril 2020, avec une chute sans précédent des indices actions, des indices crédits aujourd'hui de manière importante également. Et donc nous avons mis en place une politique de couverture probablement trop. Nous avons une vision trop pessimiste de l'ensemble des marchés. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà, mais force est de constater que l'ensemble des réactions, que ce soit des banques centrales, que ce soit des États par rapport à ce qui s'est passé, a été totalement inverse. Nous avons aujourd'hui mis fin à l'ensemble de ces couvertures. C'est un élément, ça doit être appréhendé comme un élément non récurrent au titre de l'exercice 2020, dans un contexte, encore une fois, de crise systémique que nous avons appréhendé début avril 2020. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des différentes classes d'actifs dans lesquelles vous investissez.
Il y a quelques mois, vous avez annoncé avec d'autres la création d'un, je ne sais pas si on devrait dire, oui, on devrait dire une SPAC et non pas un SPAC, parce qu'on lit un peu les deux articles, d'une SPAC qui sera cotée à Amsterdam, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis surtout, quand un investisseur, qu'il soit institutionnel ou particulier, investit dans cette SPAC ou dans ces SPAC, quel type de protection de son investissement il peut espérer avoir? Alors, parce que finalement, au-delà de l'investissement financier, enfin des ressources financières que cette SPAC reçoit, il n'y a pas d'autre actif que celui-là au départ. Alors, effectivement, il y a une tendance importante qui a démarré en Amérique du Nord, qui est pas récente, parce que les SPAC sont des véhicules qui existent maintenant depuis plus de 15-20 ans aux États-Unis. Une tendance qui s'est très fortement renforcée sur l'exercice 2020. Donc, qu'est-ce qu'un SPAC? Ça consiste à coter un véhicule avec des ressources et en annonçant clairement une stratégie d'investissement. C'est-à-dire, je vais faire appel public à l'épargne, récupérer des ressources auprès d'investisseurs en leur disant, voilà quelle est ma stratégie, voilà ce que je vais chercher, quel type d'entreprise je vais chercher à faire une acquisition. Tikehau Capital a lancé, effectivement, au cours du premier trimestre, au mois d'avril de cette année, un premier SPAC. C'était, je dirais, une continuité assez naturelle par rapport au modèle économique de Tikehau Capital. Dans un SPAC, vous avez différents protagonistes. Vous avez ce qu'on appelle les sponsors, donc ceux qui viennent notamment sponsoriser ce SPAC. Aujourd'hui, celui de Tikehau Capital a eu 2 investisseurs significatifs, donc Tikehau Capital et l'ensemble de sa plateforme, c'est l'ensemble de ces hommes et ces femmes, donc 607 personnes, et également Financière Agache, holding de Bernard Arnault, qui est un actionnaire historique de Tikehau Capital. Donc 2 sponsors qui sont... Et Jean-Pierre Mustier qui est... Alors, il y a effectivement des sponsors société, et ensuite donc Jean-Pierre Mustier et Diego Giorgi, qui sont 2 personnes très reconnues. Oui, l'ancien patron d'Unicredit et de la société... ancien de la Société Générale, ancien patron d'Unicredit et ancien également associé de Tikehau Capital en 2016. Donc c'est également le regroupement d'un certain nombre de compétences, de savoir-faire qui permettent aujourd'hui, sur cette base-là, effectivement, d'avoir collecté des fonds. On a collecté plus de 500 millions d'euros et donc d'avoir une politique claire de déploiement en disant, voilà, nous avons une stratégie qui est encore une fois, pour le coup ici, très sectorielle, qui consiste à investir et à pouvoir faire bénéficier ceux qui ont investi dans le SPAC, en l'occurrence, d'une création de valeur et du savoir-faire de ces acteurs. Et à ce moment-là, on leur fixe des échéances ? C'est-à-dire qu'ils ont un temps déterminé pour réaliser ces investissements? Tout à fait. Quand vous levez un SPAC, vous avez ensuite 24 mois au cours duquel vous devez réaliser votre investissement dans le secteur qui a été défini au moment de la collecte, au moment de l'investissement. Alors, c'est un élément important puisque il faut bien évidemment, au moment, lorsque vous créez votre SPAC, avoir, je dirais, tout le savoir-faire. Et donc, en fonction du savoir-faire des équipes, c'est là où vous voyez effectivement l'appétit des investisseurs. Là, je dirais que c'était vraiment le regroupement de savoir-faire important en termes de sponsors avec Jean-Pierre Mustier notamment, Financière Agache et Tikehau et Diego Giorgi, l'ensemble de regroupement d'un véritable savoir-faire. Si pour l'actionnaire de Tikehau Capital, parce que je pense que c'est important également de comprendre d'un point de vue Tikehau Capital. Aujourd'hui, l'actionnaire Tikehau Capital, notre bilan, a investi 25 millions dans ce SPAC. Ça, c'est un premier élément. En plus, notre bilan, et donc l'actionnaire de Tikehau Capital, en tant qu'investisseur dans le SPAC, bénéficie d'une commission de performance. C'est-à-dire que si cette opération se déboucle dans les 24 mois, les sponsors de l'opération, dont Tikehau Capital, dont ses actionnaires, auront donc une commission de performance associée à cette opération. Donc ça s'inscrit, je dirais, ce véhicule vraiment dans la continuité de ce que nous faisons aujourd'hui chez Tikehau Capital à travers la plateforme. Et donc, en termes de création de valeur pour l'actionnaire Tikehau Capital, cette continuité et les éléments économiques attachés à ce projet. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu du private equity coté. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, on peut. Votre propos est effectivement tout à fait juste, parce qu'aujourd'hui, nous, gestionnaires de fonds,
d'actifs privés. Nous gérons des fonds. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une politique d'investissement. Nous collectons des ressources auprès d'investisseurs et nous leur disons, nous allons l'investir dans notre fonds aéronautique, dans la transition énergétique, dans la cybersécurité. Donc nous collectons des fonds que nous allons ensuite déployer. Quelque part, effectivement, le SPAC est effectivement la continuité de ça, puisque vous pouvez dire, je confie des ressources à des gens qui ont un savoir-faire, à des gens qui ont un track record, qui ont une expérience, qui ont montré qu'ils avaient su créer de la valeur pour les investisseurs. Je leur confie des ressources. En l'occurrence, ils ont 24 mois pour l'investir et créer de la valeur pour l'actionnaire. D'accord. Alors, une question un peu liée d'un autre actionnaire qui veut savoir si vos produits sont accessibles au grand public et si oui, à partir de quel montant peut-on commencer à investir? Parce que tout à l'heure, vous parliez des produits pour la clientèle privée. Vous avez cité les accords que vous avez passés avec Fideuram en Italie, puis j'ai oublié le nom de la banque espagnole, mais aussi des produits que vous avez développés pour CNP et MACSF. Là, je présume que c'est plutôt ces deux derniers véhicules qui sont plus accessibles au grand public. Alors, accessible au grand public, vous avez nos SICAV, nos OPCVM monétaires. Aujourd'hui, 4,2 milliards d'encours sous gestion qui sont accessibles à travers tous les investisseurs financiers. Donc, c'est ce qu'on appelle à l'écran sur la page 9 les fonds ouverts, donc qui sont accessibles à tous les particuliers à travers le réseau. Les SCPI également, qui peuvent être aujourd'hui investis par toute une clientèle privée, soit en direct, soit à travers des contrats d'assurance vie. Les foncières cotées. Également, c'est l'équirante en France qui est accessible. Et là, il y a des montants minimums ou Alors, il y a une valeur de part, mais je pense, en l'occurrence, sur les foncières cotées, il n'y a pas de minimum. Il ne faut pas 100 000 euros. Non, vous n'avez pas. C'est des fonds qui sont accessibles à partir de plusieurs milliers d'euros, tout à fait. D'accord. Voilà. Après, s'agissant des unités de compte, qui est une perspective de développement importante, là, à travers le réseau de la CNP ou à travers le réseau de la MACSF, là aussi, vous pouvez investir. Je crois qu'il y a des minimums, en l'occurrence, sur ce type d'UC qui soit fixé soit à 10 000, soit à 50 000 euros. D'accord. Tout à l'heure, vous avez plusieurs fois fait référence, justement, on le voit là, au fonds ouvert, au fonds fermé. Vous pouvez rappeler aux actionnaires la différence entre les deux? Totalement. Merci Aldo, merci pour cette question, c'est un élément important. Si vous regardez aujourd'hui les 29,4 milliards d'euros que nous gérons ça à travers des fonds. C'est-à-dire que des investisseurs nous confient leur argent et sur la base des rendements que nous avons générés historiquement depuis la création de Tikehau Capital, nous allons gérer cet argent dans une classe d'actifs dédiée. À l'écran, vous avez les 4 grandes classes d'actifs que nous gérons. Donc, la dette privée, les actifs réels et le private equity. Là, quand les investisseurs nous confient des fonds, en l'occurrence, ils nous les confient pour une durée déterminée. Donc au moment de l'investissement, au moment où l'investisseur va signer son bulletin de souscription, il va dire « je souscris à ce fonds a une durée de vie de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans ». Et donc par conséquent, l'investisseur va faire un certain nombre d'années, il va voyager avec nous à travers ces investissements. Donc c'est ce que nous appelons chez nous des fonds fermés, puisque l'investisseur, il nous fait confiance sur la durée. Les capital market stratégies, donc les SICAV, les OPCVM, obligataires et equity, ce sont des fonds ouverts. C'est-à-dire que vous pouvez demain acheter, en l'occurrence, une valeur, vous pouvez acheter un cas, Income Cross Asset, qui est un de nos fonds equity, vous pouvez acheter une valeur et la revendre après-demain. Élément important par rapport à ça, peut-être pour comprendre, on a évoqué des tendances de marché. Pourquoi les actifs privés également, sur les 15 dernières années, se sont très fortement développés ? Au-delà des rendements supérieurs qu'ils ont générés. Parce que quand vous générez de l'investissement, c'est important d'avoir du temps devant vous. Et donc, il y a probablement eu un arbitrage important entre la liquidité et le temps. Et donc, les actifs privés, qui sont gérés par des acteurs alternatifs comme nous, les investisseurs nous font confiance, ils nous confient les ressources pour les investir. Et pour ça, vous avez besoin de temps. Parce que, je prends un exemple, nous avons dans notre portefeuille de capital investissement, aujourd'hui, une participation dans une société qui s'appelle ADEV, qui est une société qui investit notamment dans tout ce qui est scotch et tout ce qui est lié autour des adhésifs dans la région lyonnaise. C'est une entreprise en très forte croissance que nous soutenons, qui a réalisé un certain nombre de croissances externes. Nous avons pris une part à son capital, donc une participation à son capital. Aujourd'hui, nous lui avons confié des ressources. Nous avons investi un certain nombre de dizaines de millions d'euros dans cette entreprise pour prendre une part au capital. Si demain, les investisseurs dans notre fonds nous disent « Ah ben, moi, je veux reprendre mon argent »,
qu'est-ce qu'on va nous dire à cette entreprise que nous avons financée, à qui nous avons donné des ressources. Donc du coup, effectivement, notre gestion aujourd'hui, elle est axée à travers des fonds fermés, puisqu'il est important pour des gestionnaires d'actifs comme nous de pouvoir nous laisser du temps pour faire fructifier cet argent, cette épargne mondiale. Je reviens sur mon propos préliminaire. Tikehau Capital, c'est le pont justement entre cette épargne mondiale et puis l'économie réelle, ces entreprises que nous finançons, à qui nous confions des ressources. D'accord. Alors, si nous restons un peu sur ce domaine-là, et en particulier dans vos capital market stratégies, là, donc ce que vous investissez dans les actifs liquides, les 4,2 milliards, où il y a une partie crédit, donc obligataire, une partie action. Vous penchez plutôt vers quel côté? Vous êtes plutôt investi action aujourd'hui, ou alors vous avez les deux pieds sur le même, également répartis? Alors, premier élément important. Aujourd'hui, en tant que gestionnaire d'actifs alternatifs, on est présent sur les marchés privés. Nous l'avons vu à travers la classe d'actifs que sont la dette privée, les actifs réels et le capital investissement, mais également sur les marchés publics, donc à travers ces OPCVM et SICAV monétaires. C'est un élément important pour Tikehau parce que ça nous permet également de voir quelles sont les valorisations de ces marchés. On vit depuis plusieurs années dans des éléments où probablement qu'il y a des éléments de valorisation qui sont importants. Et donc, il est important pour nous, en tant que gestionnaire d'actifs déjà, de voir les niveaux de valorisation, aussi bien à travers les actifs privés qu'à travers les actifs listés. S'agissant précisément des capital market stratégies, on a aujourd'hui des produits qui sont très complémentaires. Historiquement, on a une répartition qui est aujourd'hui proche du 50-50 entre les actions et la gestion obligataire, avec des savoir-faire importants sur l'ensemble aussi bien du crédit que de l'action, des équipes qui ont un savoir-faire historique, qui ont réussi à attirer des capitaux importants l'an dernier. C'est encore le cas cette année, puisqu'on a des performances qui sont très fortement au rendez-vous. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est une gestion de conviction. Voilà, on a une très forte analyse fondamentale, aussi bien sur le crédit que sur l'equity, avec une vraie gestion de conviction, et plutôt des positions qui sont relativement concentrées. D'accord. Les particuliers sont souvent sollicités par le crowdfunding, financement participatif. Alors, je sais que c'est un marché encore de niche pour vous, mais enfin, vous avez quand même, vous intervenez dedans. Je crois que vous avez repris Crédit.fr, si ma mémoire est bonne. Donc, j'ai oublié de vous l'apporter, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, nous venons de sortir notre magazine Information, dans lequel il y a un article d'un de mes anciens collègues, Frédéric Tixier de perpapier.fr, sur le crowdfunding immobilier qui a fait 9% de rendement l'année dernière. Alors comment vous voyez ce marché, et est-ce qu'il est amené à se développer? Alors aujourd'hui, à travers le groupe, nous avons eu deux plateformes de financement participatif. Crédit.fr, qui est plutôt en financement d'ETI, qui permet donc à des particuliers, à travers la plateforme, de participer à du financement d'entreprise. Et puis également Homunity, qui est un acteur important sur le secteur du financement de la promotion immobilière. Homunity, à travers ce financement du crowdfunding immobilier, a probablement participé, si vous voulez, à un marché dans lequel il y avait probablement un véritable manque. C'est-à-dire que l'ensemble des promoteurs immobiliers, dans le cadre du financement de leurs opérations, avaient initialement des financements bancaires, et ensuite ils avaient des financements en fonds propres. Le financement participatif à travers de Homunity est venu justement compléter, aider l'ensemble des promoteurs immobiliers dans le cadre du financement de leurs projets. Ce qui est important de noter déjà, c'est que nous intervenons, nous, du coup, en complément des banques. Donc c'est très complémentaire par rapport aux banques. Donc en termes de gestion de risque notamment, en termes de gestion d'analyse crédit, nous nous positionnons après que les banques aient donné leur accord et validé un certain pourcentage de commercialisation, des enjeux notamment liés aux autorisations administratives, au permis de construire. Donc du coup, ça vous permet effectivement d'accéder à une classe d'actifs et à des rendements importants, puisque dans la mesure où on intervient derrière les financements bancaires, l'ensemble des produits qui sont présentés sur notre plateforme ont des taux de rendement qui sont plutôt attractifs pour du particulier. Donc je dirais qu'en termes de diversification de patrimoine aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose d'intéressant quand vous constituez un patrimoine en sus probablement d'actions, d'obligations, d'actifs privés. Participer à des projets à travers des participations de crowdfunding est un élément de diversification de son patrimoine intéressant.
Alors tout à l'heure, nous allons finir par ça, vous avez terminé votre présentation en parlant des perspectives pour 2022. Vous avez donné des chiffres, mais un actionnaire aimerait savoir donc quelles seront vos perspectives de croissance. Alors plutôt à moyen terme, et surtout ce qui l'intéresse, c'est savoir si cette croissance sera basée sur de la croissance organique ou externe. Et puis moi j'ai deux petites questions subsidiaires. Vous avez parlé de vos collaborateurs, 607 collaborateurs. Alors, de la croissance, ça veut dire plus de collaborateurs. Est-ce que c'est difficile de trouver des collaborateurs de qualité aujourd'hui ? Et est-ce que votre croissance ne sera pas freinée, ou en tout cas contrariée par le prix des actifs aujourd'hui qu'on voit sur les marchés, qui parfois peuvent paraître un peu excessifs ? Alors, je vais reprendre peut-être votre toute dernière question s'agissant du prix des actifs. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a eu effectivement une certaine inflation sur l'ensemble du prix des actifs. Que ce soit d'ailleurs... C'est pas l'argent qui manque, c'est le problème. Bon, que ce soit sur les marchés privés ou que ce soit sur les marchés publics. Cette inflation du prix des actifs, elle est effectivement la résultante de politiques économiques pendant de nombreuses années, des quantitative easing, des politiques monétaires, des afflux de liquidités. Bon. Cela étant, après, de manière globale, il faut vraiment regarder sur marché par marché. Je pense par exemple au capital investissement aujourd'hui. Vous avez une inflation importante sur ce qu'on appelle le buy-out, c'est-à-dire la prise de contrôle majoritaire. Sur certains secteurs, dont certains où nous intervenons aujourd'hui, plus en minoritaire, comme l'industrie aérospatiale par exemple, les prix aujourd'hui n'ont pas subi la même inflation. Donc je dirais que cette remarque, elle est générale. Après, elle dépend aussi des sous-marchés. Deuxième élément de réponse par rapport à ça, il est également par rapport à la rigueur autour de l'investissement. Et ça, notre rôle, c'est d'être sélectif. Et ça, nous mesurons de manière régulière, de manière mensuelle, nos taux de rejet par rapport à l'ensemble des dossiers que nous revoyons. Aujourd'hui, nous avons une plateforme, on l'a vu, 12 pays, plus de 600 collaborateurs. Et donc, nous avons ce qu'on appelle en termes anglo-saxons un deal flow. Nous revoyons énormément d'opportunités d'investissement. Et donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment centralisés sur analyser ces opérations d'investissement et mesurer combien de taux de rejet nous avons, combien d'opportunités d'investissement nous continuons et combien nous ne continuons pas. Un élément important également par rapport à ça, c'est l'alignement d'intérêts. Vous l'avez vu précédemment, je vais montrer les chiffres. Aujourd'hui, nous avons plus des investissements financiers de 2,4 milliards, investis à plus de 70% dans nos fonds. Et donc, quand on est investisseur nous-mêmes dans nos fonds, on regarde vraiment de manière encore plus attentive, même si on a des processus très stricts de sélection à travers nos investissements, on regarde de manière encore plus précise l'ensemble des investissements qu'on va faire. Et cet alignement d'intérêts, il est clé dans la performance des fonds et dans la sélection des investissements. Votre deuxième question, elle était sur les collaborateurs. Vous avez raison. Aujourd'hui, notre croissance, elle s'appuie sur un savoir-faire, sur une diversité de secteurs d'activité, diversité géographique, féminisation des équipes. C'est un élément important. On a toujours vraiment beaucoup fait un focus très important chez Tikehau Capital sur l'ensemble de ces éléments. Aujourd'hui, je crois qu'on reste une société qui est une société avec un ADN très fort. Et je l'ai dit depuis le début, on a été créé par deux entrepreneurs français. Et ça, c'est quelque chose qui se sent dans notre mode opératoire. On confie des responsabilités très tôt à des jeunes qu'on fait grandir dans l'entreprise. Et ça, je pense, c'est un véritable atout pour Tikehau. Et ça se sait sur le marché. Et ça nous permet aussi d'attirer des talents. On est une société dynamique, clairement. Enfin, par rapport à votre première question qui était posée par un de nos auditeurs aujourd'hui, la croissance organique et la croissance externe. Vous l'avez vu, on s'est développé énormément avec de la croissance organique en étant très innovant, avec de nouveaux produits. Et ça, c'est vraiment une des marques de fabrique de Tikehau, c'est l'innovation sur toutes les classes d'actifs sur lesquelles nous intervenons. La croissance externe, nous en avons fait de plusieurs. Toujours avec des éléments clés qu'il faut que c'est les entreprises qui rejoignent le groupe et un ADN similaire et que ça soit très complémentaire par rapport à ce que nous faisons. Je rappelle 2018, nous avons fait l'acquisition de Sofidy, plus ACE Capital Partners, qui est un véritable savoir-faire dans l'aéronautique
et dans la cybersécurité. 2020, Star Infrastructure. Donc Sophie c'était un peu plus important, c'était un peu plus de 5 milliards d'actifs sous gestion. ACE Capital Partners, c'était un peu moins de 500 millions d'euros. Star Infrastructure, c'est un peu moins d'1 milliard. Donc aujourd'hui, nous avons l'ensemble des acquisitions que nous avons fait depuis 2016 sont des acquisitions de taille digérable, avec des équipes qui ont rejoint le groupe, que nous avons d'ailleurs réussi à intégrer. Je rappelle, c'est un élément important quand vous faites une acquisition. Nous continuerons d'avoir une politique de croissance externe. Nous revoyons à peu près proche d'une trentaine de dossiers de croissance externe par an que nous analysons. Nous rencontrons les dirigeants pour comprendre aussi quel est leur mindset finalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ça, en fonction des zones géographiques et en fonction des métiers, nous continuerons, je pense, à avoir comme ça un certain nombre de dossiers de croissance externe qui participeront à la croissance de Tikehau dans les années à venir. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Henri Marcoux. On va peut-être s'arrêter sur ces paroles optimistes. Nous en avons tous besoin, même si l'activité a l'air de bien repartir. Merci. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir cet automne, peut-être avec des actionnaires physiques en face de nous. En tout cas, je rappelle, Bourso Live... du 28 au 30 juin. Du 28 au 30 juin, vous vous souvenez peut-être par hasard, par chance. Je crois que c'est le mardi 29 après-midi. Mardi 29 après-midi. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci à tous et puis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.